Alors bonjour et bienvenue sur le floor de Wall Street. Je suis ici avec Monsieur Philippe de Sertine, le directeur de l'Institut des hautes finances de Paris. Monsieur de Sertine, bonjour. Bonjour. Alors le G20 s'est ouvert aujourd'hui au Mexique. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réunion des 20 plus grandes puissances mondiales? En réalité, je crois qu'on peut attendre deux grands points, deux grandes dimensions dans cette réunion du G20. La première, elle concerne, on va dire, la communauté internationale, communauté économique et financière, qui a besoin de faire le point sur un certain nombre de problèmes, en particulier évidemment la crise européenne, mais pas seulement, le ralentissement de la croissance mondiale dans les pays émergents, les difficultés américaines, et aussi, pourrait-on dire, les questions géopolitiques qui rapidement pourraient prendre le pas sur les questions financières. On pense en particulier à la crise syrienne et éventuellement aux problèmes iraniens. Ça, c'est le premier aspect du G20. Le deuxième aspect du G20 est plus structurel et peut-être moins médiatique, mais on doit le rappeler, il y a un organisme qui a été créé qui s'appelle le Financial Stability Board, le FSB, qui est à Bâle et qui aujourd'hui travaille depuis un certain nombre de mois, voire même de trimestres, sur la refonte du capitalisme mondial et en particulier de l'industrie financière mondiale. Le FSB a beaucoup œuvré, a beaucoup préparé de réformes aujourd'hui, en particulier par exemple sur les modifications des marchés, sur le fait que les marchés dérivés aujourd'hui seraient de plus en plus encadrés à l'intérieur de chambres de compensation. Ce sont des éléments qui semblent peut-être plus anecdotiques ou moins spectaculaires, mais qui sont absolument fondamentaux. Le G20 doit travailler en réalité sur ces deux aspects, on pourrait dire une sorte de court terme immédiat, la façon pour les politiques de continuer à se parler dans cette atmosphère, et d'autre part des questions plus long terme, plus stratégiques, la réorganisation de la finance mondiale, et ça c'est probablement l'un des grands enjeux de ce G20 au Mexique aujourd'hui. Plus particulièrement par rapport à la question européenne, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les pays non membres de la zone euro au sein du G20 donnent des conseils ou aillent plus loin en imposant peut-être des choses aux pays membres de la zone euro pour essayer de rétablir le problème? Je crois que de ce point de vue, on a évidemment maintenant les précédents des G20 avant, et en particulier du G20 de Cannes de la fin de l'année 2011, dans lequel on a très bien vu qu'au-delà des discussions, il y avait réellement des interpellations qui pouvaient d'ailleurs être déjà au G20 de Cannes de 2011 assez violentes. On se rappelle de la réunion avec le Premier ministre grec à l'époque, le jeudi soir, et la réunion avec le Premier ministre italien le vendredi soir, qui avait été, on va dire, plus que des questions de concertation. Nous risquons d'avoir exactement le même scénario dans le prochain G20, sauf que cette fois, ça n'est plus un pays ou deux pays européens qui vont être sous le feu des projecteurs, ce sera l'Europe entière. Il est probable que nous aurons une interpellation très vigoureuse de la part des pays émergents, et en particulier du premier d'entre eux, ou en tout cas de celui qui mène ce groupe qui est la Chine, que l'interpellation pourra venir aussi des États-Unis, et que nous pourrions avoir également un certain nombre, on va dire, de discussions très très musclées entre les pays occidentaux et le reste du monde. On l'a vu au travers d'un certain nombre de réunions préparatoires ou de rencontres. On pense évidemment à la visite ici à New York ou à Washington plus exactement de la présidente brésilienne il y a quelques semaines, et dans son interpellation extrêmement vigoureuse qu'elle avait eue vis-à-vis du président Obama. Donc ça risque d'être un peu cette atmosphère. Le G20 joue aussi ce rôle un peu d'exutoire, l'endroit où réellement on peut se dire face à face les choses, et en particulier lorsque par exemple un certain nombre de décisions ou de non-décisions peuvent être aujourd'hui un risque, un péril pour l'ensemble de l'économie mondiale. Plus encore particulièrement par rapport à la question européenne, on a vu là qu'avec les élections en Grèce, il y a un peu une baisse des tensions. Il y a toujours des incertitudes autour de l'Espagne. Où est-ce qu'on se situe? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette question de la crise de la dette en zone euro? Non, alors je crois qu'il faut être très clair, on n'est pas dans une baisse des tensions, et c'est parfois le côté un peu étonnant qu'il peut y avoir pour le grand public. Nous avons eu des très grandes peurs. Et là, le fait que la Grèce puisse voter contre l'euro et contre l'Europe était une peur gigantesque que partageait évidemment l'ensemble des Européens. Une peur dans laquelle l'ensemble des Européens, à part évidemment les citoyens grecs, étaient passifs. On attendait le vote de la Grèce, et c'était une situation très désagréable et très inquiétante. Aujourd'hui, maintenant, on sait que le peuple grec a voté de manière forte, même si évidemment dans les situations que nous connaissons, ça n'est pas une majorité extraordinaire, mais néanmoins quand même, quand on regarde les précédentes élections et toutes les extrapolations qui avaient pu être faites, on a eu vraiment un signe fort donné par les citoyens grecs en disant, en dépit de nos immenses difficultés, en dépit de tout ce que nous ressentons, malgré tout nous voulons rester dans l'Europe et dans l'euro, et ça, ce message est très fort. Maintenant, évidemment, la difficulté demeure. C'est-à-dire, après la grande peur, reste la grande difficulté. C'est le cas en Espagne également. L'Espagne est l'endroit le plus inquiétant. Il est très bien que nous n'ayons pas à traiter et le cas espagnol et le cas grec
dans la tension et on va dire dans une atmosphère brûlante, mais néanmoins les difficultés sont toujours là. Ces difficultés vont supposer des décisions structurelles de long terme qui vont être des décisions coûteuses et qui vont engager les Européens sur une très longue période. Or, ces décisions, le G20 probablement va nous exprimer qu'elles sont réellement d'une très grande urgence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès la fin du G20, probablement, tous les projecteurs vont se tourner vers le sommet européen du 28 juin, du 28 et du 29 juin. C'est là que les grandes décisions doivent se prendre et probablement que la pression que va mettre la communauté internationale sur les pays européens autour de ce G20 sera de dire nous avons besoin désormais d'un certain nombre de décisions le 28 et 29 juin. Ces décisions, on sait quelles sont-elles. Ce sont des décisions de fédéralisme, ce sont des décisions d'aller beaucoup plus loin et très vite dans l'Europe politique. Ce sont évidemment des décisions qui sont très lourdes de conséquences, par exemple pour la France, qui est l'un des pays peut-être les plus rétifs à cette évolution de perte de souveraineté dans le cadre d'une nouvelle Europe.